D'Amico partent se ressourcer dans le calme de leur résidence secondaire à Miami Beach. Mais le styliste n'arrête jamais de travailler. Même en vacances, il se lève tôt le matin pour dessiner et envoyer ses modèles à Milan, où sa sœur Donatella prépare le défilé de la prochaine collection, prévue 2 mois plus tard. Les premiers jours, il n'a pas arrêté de travailler. Et puis, il s'est un peu apaisé. Gianni adorait marcher, prendre le soleil, voir l'océan. Il pouvait enfin prendre des vacances. C'est à la Scala de Milan que Gianni Versace fait la rencontre d'Antonio D'Amico, mannequin et acteur. Ils deviennent très vite amis. Il m'a invité à passer le voir à son bureau, puis à un week-end entre amis. Petit à petit, notre relation est née. On a vécu 15 ans ensemble. Gianni se montrait toujours très attentionné envers les autres. Il était toujours prêt à aider ceux qui avaient besoin de quelque chose. Versace révèle son homosexualité en 1995, mettant en avant la sincérité et l'importance de son amour pour Antonio. À l'époque, c'était très important que la communauté homosexuelle ait une icône aussi médiatique. Ça a fait évoluer les mentalités. Gianni était l'un des stylistes les plus créatifs de l'univers de la mode. Et sur le plan personnel, l'homme le plus attentionné qui soit. Après des débuts modestes en tant qu'employé dans la boutique de vêtements de sa mère, dans une petite ville d'Italie, Gianni Versace, grâce à son génie, s'est immédiatement imposé à Milan, au lieu de la mode. En 1978, il lance sa première collection indépendante avec son frère Santo et sa sœur Donatella. It's very easy and very difficult to work in a family, but it's wonderful. At the night when you go dinner, you can smile, you can trust, you can enjoy the family. I think the strength of Versace is the family group. Dès le début des années 90, l'entreprise pèse déjà $1 milliard. La vague Versace déferle. On le voyait partout. Il habillait les plus grands de ce monde, de Lady Diana à Elton John, en passant par Elizabeth Hurley et sa robe qui a tant fait couler d'encre. Les gens ont tout de suite été attirés par ses créations, pas seulement parce qu'elles étaient belles, mais aussi parce qu'ils se sentaient d'une certaine façon connectés. Sa notoriété grandissant, Versace a eu de plus en plus de mal à échapper aux paparazzi et aux projecteurs. Il découvre alors ce qu'il voit comme un refuge, Miami Beach. On allait à Cuba. On a fait escale à Miami et comme on avait un peu de temps, Gianni a voulu visiter la ville. Ça a été une véritable révélation. Gianni a adoré toutes ces couleurs, le choc entre toutes ces cultures. À la fin des années 80, Miami est passée de l'ère cocaïne cowboy qu'elle connaissait depuis les années 70 à celle de la jet set. Elle s'est mise à attirer de plus en plus de gens célèbres, des top modèles, des stars du rock et des vedettes de cinéma. Et puis, Versace est arrivé et ça a tout bouleversé. En 1992, Gianni Versace achète une villa en ruine et en fait la Casa Cosarina, un somptueux palace qui deviendra son lieu de villégiature favori. La première fois que je suis entrée, j'ai été émerveillée par l'architecture, les bassins, les fontaines et tout le glamour qui s'en dégageait. Ça a été un chantier énorme. La maison était spectaculaire. Tous les matériaux, le marbre, les galets, les mosaïques, tout venait d'Italie. Les mosaïques avaient des reflets dorés ou aigues marines. On aurait dit des pierres précieuses. C'était à la rencontre de l'antique et du moderne. Cette ville-là en disait long. Construire un château sur Ocean Drive, ça revenait à clamer haut et fort « Je suis le roi de Miami Beach ». Cette villa avait une sorte d'aura.
Elle était devenue le haut lieu de la jet-set. Les célébrités y allaient autant pour la voir que pour se montrer. Par le passé, Miami avait été renié et soudain était redevenu l'endroit chic et exaltant, prisé par les jet-setters du monde entier. Mais il fallait la présence de Versace pour en faire non pas une simple escale, mais un épicentre de la mode. And you also live in Miami. Yeah. What is it about Miami that's attractive to you? Miami is cool. Miami is a place where you can be yourself. Versace était aussi riche que célèbre, mais il aimait se promener dans les rues de Miami. Il s'y sentait un peu comme chez lui. Pour lui, Miami était la ville la plus sûre du monde. Il n'en avait peut-être pas conscience, car il vivait dans sa bulle. Il avait du mal à comprendre qu'étant donné sa célébrité, il devenait une cible facile. Je sais que la famille insistait pour qu'il prenne une protection rapprochée. Mais il n'en était pas question pour lui. Il a toujours refusé d'être entouré de gardes du corps. Ce matin-là, je me suis réveillé à 7 heures. Je me suis préparé pour jouer au tennis avec Lazzaro, un ami. J'étais en train de prendre le petit déjeuner. J'ai demandé où était Monsieur Versace. Il était parti acheter le journal dans un café. Il adorait lire les articles sur la mode dans la presse du monde entier. Il était accro aux magazines. J'ai entendu 2 tirs. Très proches. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je suis sorti. Quel choc en voyant que Gianni gisait là, sur l'escalier du perron. Il y avait du sang. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Johnny Versace. Le matin du 15 juillet 1997, Gianni Versace est abattu juste devant chez lui. Son compagnon de longue date, Antonio D'Amico, et leur ami Lazzaro ont entendu les coups de feu depuis l'intérieur. Je suis tout de suite allé voir dehors. C'était un cauchemar. Gianni était étendu par terre et j'ai vu cet homme s'éloigner. Il s'est retourné et nous a regardés avec une sorte de sourire. Il avait l'air étrange. J'ai dit à Lazzaro, c'est lui, attrape-le. Le tireur s'enfuit et Lazzaro court chercher la police. C'était le 15 juin 1997. J'avais pris ma journée. Je jouais au golf avec le directeur adjoint de la police et j'ai reçu un appel de l'un de mes enquêteurs pour un homicide sur Ocean Drive. Il m'a dit « Je crois que vous feriez mieux de venir. La victime, c'est Gianni Versace. » The call to police came at 8:46 this morning. Gianni Versace was shot twice in the head, point blank, outside the gate of his Miami Beach home. Les faits sont d'une audace incroyable. L'un des hommes les plus célèbres au monde a été tué sur l'une des principales artères de South Beach. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.
Quand je suis arrivé, la scène de crime était plongée dans le chaos. Je n'avais jamais vu autant de journalistes de toute ma vie. Et il n'y avait pas que les médias américains. Il y avait les Italiens, les Français, le monde entier. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette affaire allait être bien plus énorme que je l'imaginais. Investigators in Miami Beach are combing through evidence left at the scene. Gianni Versace often traveled without a bodyguard. It was that comfort that ultimately may have contributed to his death. Grâce à des témoignages, les enquêteurs suivent la trace du tireur jusque dans un parking. Des renforts de police ont immédiatement été demandés. Tout le périmètre autour du parking a été bouclé jusqu'à la 13e rue afin de couvrir toutes les sorties possibles. Les policiers sont entrés et ont commencé une inspection minutieuse. Arrivés au 3e étage, ils ont découvert une pile de vêtements tout près d'un pick-up rouge. Les vêtements étaient humides. Le lien entre ces vêtements, le véhicule et le tireur semblait évident. Ils ont continué l'inspection, mais le suspect était introuvable. Un autre témoin a vu un individu correspondant au signalement du tireur présumé embarqué dans un taxi devant le parking. He was on this side of the street coming from the alleyway, and I seen the taxi like put on his lights like he was gonna get to the taxi. Pendant ce temps, Gianni Versace est pris en charge par les secours. Les ambulanciers l'ont emmené, mais il y avait tellement de sang. Je savais que c'était fini. Gianni était mort. Le décès du styliste, âgé de 54 ans, est prononcé à 9h21. La foule s'amasse devant son domicile. On n'avait aucune information. Tout ce qu'on savait, c'était que Gianni Versace avait été tué par balle, devant chez lui, en plein jour. Les gens se sont regroupés autour de la maison, unis dans la peine. Ils laissaient entendre leurs sanglots, leur douleur et leur colère. Il y avait des centaines de personnes, des fans, des admirateurs déposant des fleurs. Ocean Drive était envahi de gens cherchant à comprendre. Voir ce sang couler sur les marches et ces fleurs au pied de l'escalier, quel sentiment de tristesse, de gâchis pour l'humanité, pour la vie et pour la créativité. Il est parti beaucoup trop tôt. Le décès de M. Versace venait d'être prononcé. On a donc ouvert une enquête pour un homicide. Pour commencer, nous avons fait la liste des suspects. Les mobiles pouvaient être variés. Le plus évident était le vol, mais en fouillant la dépouille, nous avons découvert 1100 $ en liquide, 6 cartes de crédit et un médaillon en or. On a donc décidé assez rapidement d'écarter cette piste. Après avoir écarté la thèse du cambriolage, les enquêteurs se tournent vers un mobile plus intime. Est-ce que quelqu'un était jaloux de Versace? Avait-il un fan obsessionnel? Un ancien amant se sentant rejeté? Il a été abattu brutalement, presque exécuté. 2 douilles de calibre 40 ont été découvertes, ainsi que le cadavre d'une colombe gisant près du corps. Un oiseau mort, ça faisait très signature de la mafia. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire à côté du corps de Versace? La brutalité des faits, les 2 tirs à la tête, cela faisait penser à l'œuvre d'un tueur à gages. À la recherche d'indices, les enquêteurs demandent l'autopsie du volatile. C'était la première fois de toute ma carrière que je faisais autopsier un oiseau. Et je pense que c'était une première pour le médecin légiste également. L'examen a permis de découvrir un éclat provenant d'une des balles ayant touché M. Versace. Il s'avère qu'une des balles avait ricoché et heurté l'oiseau qui passait par là. C'était une coïncidence, certes, mais des plus étranges.
Le contrat mafieux étant écarté, les enquêteurs retournent à la case départ. On avait une scène de crime, la villa de la victime, et nous avions un véhicule suspect découvert dans un parking de la 37e rue. J'ai demandé à 2 enquêteurs de retrouver le propriétaire du véhicule en question. Les policiers apprennent que le pick-up rouge a été volé en Caroline du Sud. Mais c'est ce qu'ils découvrent à l'intérieur qui les intéresse le plus. Dans le véhicule, il y avait des effets personnels, laissant penser que quelqu'un y vivait. Et il y avait beaucoup d'objets sans aucun lien entre eux, des biens appartenant à différentes personnes et provenant d'un peu partout aux États-Unis. Tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations, leur chef, George Navarro, est demandé au plus vite. Il était 12h30 environ lorsqu'un de mes enquêteurs est venu me voir pour me dire qu'un agent du FBI m'attendait devant la villa et souhaitait me parler. L'agent fédéral a dit à l'enquêteur en chef qu'il était sur la piste d'un suspect depuis plus de 2 mois. Il s'agissait d'un individu recherché pour meurtre qu'il traquait à travers tout le pays. J'attendais qu'il me dise quel lien il pouvait y avoir. Il m'a dit qu'il avait volé un pick-up rouge. Dès lors, il a eu toute mon attention. Je lui ai demandé quel type d'arme il avait utilisé. Il m'a dit un calibre 40, le même que celui des douilles découvertes près du corps de Versace. Il m'a donné d'autres éléments concernant le pick-up. Il avait un numéro de série. George Navarro contacte son équipe en place dans le parking. Je leur ai demandé de me lire le numéro de série par radio. Je lisais celui figurant sur la note de l'agent du FBI en même temps. C'était exactement le même. Le styliste le plus célèbre du monde aurait-il été tué de sang-froid par un tueur en série figurant en tête de la liste des personnes les plus recherchées par le FBI? À cet instant, nous avons compris qu'Andrew Cunanan était le meurtrier. En tant que mère, je savais qu'il était arrivé quelque chose à ma fille. Je suis la dernière personne à avoir vu Paul. Ce n'est plus une disparition, c'est un meurtre. Elle n'avait aucune raison de se trouver dans ce quartier. Que s'est-il passé? Où est-elle? Quelque chose cloche. C'est pas normal. On n'abandonne pas sa famille. Les Adieux impossibles, tous les lundis à 21h sur Discovery Investigation. Ça me met tellement mal à l'aise. Je peux pas rester ici une seconde de plus. On a retrouvé Kayla. Quoi? Vous n'avez pas trouvé tous les corps. Vous êtes loin du compte. Il y aurait plus de victimes? Todd Kohlhepp, entretien avec un serial killer, tous les dimanches à 21h sur Discovery Investigation. Quand les esprits tourmentent les vivants. Vous êtes mon dernier espoir. Amy et Adam chassent le mal, à n'importe quel prix. J'y crois pas. Duo de l'au-delà, tous les samedis à 22h40 sur Discovery Investigation. Quatre heures après la constatation du décès, les enquêteurs établissent que l'homme que le FBI traque depuis plus de 2 mois à travers les États-Unis pourrait avoir tué Versace. The search is on for a suspected serial killer. Andrew Cunanan, linked to the murders of 4 other men across the country. Maintenant que le suspect a été identifié, la police se rapproche du FBI pour en apprendre plus sur lui. On a voulu dresser le profil d'Andrew Cunanan afin de se faire une idée de l'endroit où on pourrait le rechercher. Quand on analyse les faits et gestes de quelqu'un, on peut réussir à anticiper ses actions futures. Peu de temps après le meurtre, on m'a demandé d'aller à San Diego pour essayer d'en apprendre un peu plus sur Andrew Cunanan. Andrew, né dans la banlieue de San Diego, fils de Modesto et Marianne Cunanan, est le cadet de 4 enfants. Ses parents, d'origine italo-américaine et philippine, vivaient une relation tendue, mais tous deux avaient de grandes aspirations pour celui qu'ils considéraient comme leur fils préféré. Ses parents ne tarissaient pas d'éloges sur lui, et il était leur fierté.
C'était leur petit prodige. Il était intelligent. À 7 ans, il avait déjà lu toute la Bible. Et à 14 ans, tous les volumes d'une encyclopédie. C'était quelqu'un de brillant. Son QI frôlait les 150. Ses parents l'ont inscrit dans une école privée UP, alors que ses frères et sœurs allaient dans le public. Il était populaire, flamboyant. Il était ouvertement gay, ce qui était assez osé à l'époque. Il avait clairement l'intention de faire parler de lui. Il s'est présenté à une soirée de promo dans un costume en cuir rouge, au bras d'un homme plus âgé. Il était de nature extravertie. Ses camarades de classe disaient qu'on ne pourrait jamais l'oublier. Andrew fait l'impasse sur l'université et devient une figure de la communauté homosexuelle de San Diego. Andrew Cunanan n'a jamais travaillé, il n'a jamais eu d'emploi. Il se fait entretenir par des hommes plus âgés en échange de ses faveurs. Il commence à fréquenter de plus en plus d'hommes d'un certain âge et se met à dépenser des sommes folles à son tour pour d'autres jeunes hommes, toujours plus nombreux. Il les emmène dans des soirées, au restaurant. Les gens se demandent comment il fait pour mener ce train de vie. C'est simple, il se sert des cartes de paiement de ses prétendants fortunés. Andrew Cunanan prend goût à la grande vie. Il aime le luxe, mais n'est pas décidé à faire quoi que ce soit qui lui permettrait de se constituer sa fortune lui-même. C'était au-delà de la volonté d'être riche et populaire. Andrew voulait être quelqu'un, il voulait devenir célèbre. Il avait cette faculté d'attirer les gens à lui. Mais beaucoup disaient qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'il racontait. Le jeune homme était connu pour ses mensonges extravagants au sujet de sa fortune, de ses relations et de son statut social. Il disait qu'il était le fils d'une famille très riche des Philippines, qu'il était architecte, styliste, acteur. Il changeait de rôle en fonction des opportunités. He was brash, very intelligent, but oftentimes seemed to be saying things that really you couldn't believe. Il voulait passer pour un nabab. Ses affabulations devenaient de plus en plus énormes. Il racontait qu'il connaissait des personnalités importantes et des célébrités. Il a même cité Versace. Andrew Cunanan était un grand mythomane. On n'a jamais pu déterminer s'il avait vraiment fréquenté Versace. Mais en 1997, la crédibilité du jeune homme s'amenuise. Il s'est séparé de l'homme qui l'entretenait. Il n'avait plus aucune source de revenus. Il croulait sous les crédits et n'arrivait plus à passer pour ce jeune homme fringant et fortuné. Son entourage commençait à voir ce que cachait le vernis. C'est à cette époque qu'Andrew Cunanan se brouille avec l'un de ses meilleurs amis, Jeffrey Trail, un vétéran de la Navy parti s'installer à Minneapolis. Par pure coïncidence, il aura ensuite une relation avec un architecte vivant également dans cette ville, David Matson. Mais elle ne durera que 5 mois. Il est resté en contact avec ces deux hommes, mais leur rapport était tendu. C'est le moment où sa vie est pour ainsi dire partie en vrille. Andrew Cunanan décide alors de prendre un aller simple pour Minneapolis. Ce voyage était, selon moi, une tentative désespérée de reprendre contact avec les deux hommes qui lui ont apporté le plus dans sa vie. Les amis et collègues de David Matson s'inquiètent de n'avoir aucune nouvelle de lui depuis plusieurs jours. Il est introuvable et ne répond pas à son téléphone. Ils appellent donc la police. Quand je suis entré dans l'appartement, j'ai été saisi par l'odeur de putréfaction. Les enquêteurs découvrent un cadavre en décomposition et une scène de crime atroce. Il y avait du sang sur les murs, sur le sol et même sur le plafond. Le corps était enroulé dans un tapis. Les policiers ont la certitude d'avoir découvert David Matson.
Mais c'est avec stupeur qu'ils apprennent qu'il s'agit en fait de Jeffrey Trail, le vétéran de la Navy. Le cadavre portait la trace d'une vingtaine de coups de marteau portés à la tête et dans le haut du corps. Il ne pouvait s'agir que d'un acte très personnel. Les enquêteurs suspectent d'abord David Madson, l'occupant des lieux. Mais en interrogeant les voisins et les amis, un autre scénario se dessine. La victime et le suspect se connaissaient à peine. Cependant, un ami commun, Andrew Cunanan, leur avait chacun rendu visite le week-end précédant la découverte du corps. David a dit à plusieurs de ses amis et de ses collègues que la visite d'Andrew l'avait rendu mal à l'aise et qu'il ne savait pas quoi en penser. Jeffrey Trail était mort. David Madson et Andrew Cunanan étaient introuvables. Et le 4x4 rouge de David Madson avait disparu. Si l'on retrouve David ou son véhicule, alors on pourrait retrouver Andrew. À cet instant, on ne sait pas qui a tué qui. 4 jours plus tard, le cadavre de David Madson est découvert dans un secteur isolé à 80 km de là. Police say he was shot to death, execution style, twice in the head, once in the back. Le corps a été retrouvé au milieu de nulle part. Il y avait plusieurs douilles percutées sur place. Les douilles de calibre 40 correspondent à une arme de poing appartenant à Jeffrey Trail et ayant disparu. Les enquêteurs estiment qu'après avoir abandonné le corps, Andrew Cunanan a pris la fuite à bord du 4x4 rouge. La chasse à l'homme était ouverte. Le lendemain, nos collègues de Chicago nous contactent. Une personne très connue vient d'être abattue. À 700 km de là, Marilyn Miglin revient d'un déplacement et découvre le cadavre de son époux avec lequel elle vit depuis 38 ans. Lee Miglin, entrepreneur milliardaire, a été tué dans son garage. Cet homicide est une fois encore d'une violence inouïe. L'auteur des faits semble avoir voulu le décapiter à l'aide d'une scie. Il a été poignardé en plein cœur à coups de tournevis. Son corps était emballé avec du film plastique, du papier et du ruban adhésif. Quand le 4x4 rouge de David Madson est découvert stationné non loin de la scène de crime, les enquêteurs font le rapprochement avec Andrew Cunanan, à qui l'on prête désormais un profil très inquiétant. Un tueur à la chaîne est un meurtrier qui multiplie les homicides sans marquer de période d'arrêt. Le garage a été le théâtre d'un meurtre sanguinaire. Mais à l'intérieur de la maison, les enquêteurs découvrent une mise en scène étrange. Le meurtrier a volé des milliers de dollars en espèces, une collection de pièces rares, des vêtements griffés, mais il a laissé de curieux indices. Tout porte à croire qu'Andrew Cunanan s'est installé sur place. Il a mangé un sandwich, bu un verre, il s'est rasé. C'était assez étrange d'avoir un comportement aussi décontracté juste après avoir commis un meurtre. Les policiers se demandent alors si le meurtrier présumé ne connaissait pas cette troisième victime. La famille Miglin a répété encore et encore aux enquêteurs et à qui voulait l'entendre que la victime n'avait aucun lien avec Andrew Cunanan. On ne pourra jamais établir si les deux hommes se connaissaient ou non. Mais ce qui est clair, c'est qu'Andrew Cunanan se montre avec le temps de plus en plus violent. Police suspect Cunanan may be driving a dark green 1994 Lexus stolen from the murder victim in Chicago. Le meurtrier s'échappe avec un important butin à bord de la voiture volée et disparaît dans la nature. Investigators believe that danger grows with each hour. Andrew Cunanan remains on the run. Ça me met tellement mal à l'aise. Je peux pas rester ici une seconde de plus. On a retrouvé Kayla. Quoi? Vous n'avez pas trouvé tous les corps. Vous êtes loin du compte. Il y aurait plus de victimes? Todd Kohlhepp, entretien avec un serial killer, tous les dimanches à 21h sur Discovery Investigation.
En tant que mère, je savais qu'il était arrivé quelque chose à ma fille. Je suis la dernière personne à avoir vu Paul. Ce n'est plus une disparition, c'est un meurtre. Elle n'avait aucune raison de se trouver dans ce quartier. Que s'est-il passé? Où est-elle? Quelque chose cloche. C'est pas normal. On n'abandonne pas sa famille. Les adieux impossibles, tous les lundis à 21h sur Discovery Investigation. Quand les esprits tourmentent les vivants. Vous êtes mon dernier espoir. Amy et Adam chassent le mal, à n'importe quel prix. J'y crois pas. Duo de l'au-delà, tous les samedis à 22h40 sur Discovery Investigation. Andrew Cunanan is a fugitive on their 10 most wanted list, and federal agents say he's responsible for at least 4 other killings. Après le meurtre d'une troisième victime, Lee Miglin, à Chicago, Andrew Cunanan disparaît au volant de la voiture du milliardaire. Les policiers perdent sa piste. Mais 2 jours plus tard, le fugitif commet une erreur. La voiture de Lee Miglin dispose d'un téléphone. À l'époque, les téléphones embarqués étaient placés dans une valise munie d'une antenne dans le coffre. Les policiers déterminent que ce téléphone a été utilisé en Pennsylvanie. Il a borné sur plusieurs relais. Le FBI suivait de près la voiture de Lee Miglin. On sentait qu'il était à portée de main. On le tenait presque. Malheureusement, l'affaire a fuité dans la presse. Andrew Cunanan a dû l'entendre à la radio et a compris qu'il devait se débarrasser du véhicule. 5 jours après le meurtre de Lee Miglin, Andrew Cunanan frappe à nouveau dans le New Jersey. Il est sorti des grands axes et s'est retrouvé dans ce cimetière totalement désert. William Reese, le gardien du cimetière, tarde à rentrer. Son épouse décide d'aller voir sur son lieu de travail. Elle le découvre, tué par balle, dans le sous-sol de son bureau. Cette affaire avait tout d'un meurtre opportuniste. Andrew Cunanan a attiré sa victime dans le sous-sol, l'a abattu et lui a volé son pick-up. La voiture de Lee Miglin est découverte dans le parking. Andrew Cunanan s'est à nouveau échappé, avec la voiture de William Reese. Cette fois, le FBI perd bel et bien sa trace. Il s'agissait d'un homme ayant tué 4 personnes en 2 semaines, et il s'était volatilisé. Andrew Cunanan fait l'objet d'un avis de recherche national. Janet Reno, directrice du FBI, prend la parole. Please call your local FBI office. L'aide d'une célèbre émission de télévision américaine est même sollicitée. The FBI says he could be anywhere. Mais pendant 2 mois, le meurtrier présumé reste introuvable, jusqu'au 15 juillet, lorsque le pick-up du gardien de cimetière est retrouvé à Miami. The FBI clearly believes Andrew Cunanan shot Johnny Versace twice in the head before disappearing on foot. It would be, if suspicions are correct, his 5th victim. Dans les heures suivant le meurtre de Versace, la police de Miami et le FBI mènent une traque sans relâche. On avait le sentiment qu'il était toujours à Miami Beach. Or, on est sur une île. Quand un crime y est commis, il est assez facile de boucler le périmètre. On a positionné des barrages, interrogé les gens, fait du porte-à-porte. On a passé la ville au peigne fin. Tous les accès étaient barrés, avec des points de contrôle et des policiers partout. La police était là, le FBI également, sans compter la presse internationale. On se serait cru dans un véritable film d'horreur. Un climat de peur s'est installé. On ne sortait plus qu'en groupe pour ne plus jamais être seul. On se disait que si cet homme ciblait les homos et restait introuvable, on pourrait très bien être les prochains sur la liste. The police and FBI clearly believe they have the right suspect, but Mr. Cunanan has evaded capture for some months already and may continue to prove elusive. On a publié son portrait robot dans tous les journaux.
À partir de cet instant, ça a été l'enfer. On est passé de 10 ou 20 appels de témoins par heure à des milliers. Une série d'indices concordants poussait à croire qu'Andrew Cunanan était bien présent dans les alentours depuis la mort de William Reese 2 mois plus tôt. Des témoins assurent l'avoir vu sur la plage de South Beach, au restaurant, dans les boîtes de nuit, jusque dans un fast-food situé juste en face du commissariat. It appears Cunanan is playing a cat-and-mouse game with authorities, perhaps reveling in the media spotlight. C'était comme s'il jouait avec nous. Toute sa vie, Andrew Cunanan a démontré qu'il pouvait être un caméléon et se fondre dans la masse. Il avait plusieurs looks. Certains l'avaient vu portant une perruque ou une robe, avec un jour des lunettes et sans le lendemain. Il pouvait avoir une barbe de 4 jours ou apparaître rasé de près. Après le meurtre de Versace, Andrew Cunanan disparaît à nouveau sans laisser de traces. On devait jongler entre les rumeurs, les insinuations et les témoins oculaires qui en fait n'ont rien vu du tout. Il était introuvable. Une piste solide se manifeste enfin. Une prêteuse sur gage assure avoir vu le meurtrier quelques jours avant les faits. Andrew Cunanan a cherché à mettre en gage une pièce en or volée chez Lee Miglin en présentant sa carte d'identité. And I said, sign here, put your fingerprint, I give you his copy, I give you the money, and he left. Qui aurait pu imaginer que l'homme le plus recherché des États-Unis aurait commis une erreur aussi grossière? La réalité dépasse parfois la fiction, j'imagine. La piste mène jusqu'à un hôtel, le Normandie, situé à quelques centaines de mètres à peine de la boutique. C'était l'occasion rêvée. On a obtenu un mandat de perquisition, mis en place un périmètre de sécurité et obtenu l'appui du SWAT. On arrive devant la chambre 322. Les hommes du SWAT enfoncent la porte et pénètrent sur place. Andrew Cunanan n'était pas présent, mais nous avons mis la main sur ses effets personnels. Les employés de l'hôtel déclarent ne pas avoir vu Andrew Cunanan depuis plusieurs jours avant les faits. We encourage the public to again be aware. Mais les enquêteurs sont désormais sur ses talons et les avis de recherche entraînent des témoignages venant du monde entier. Il aurait été vu dans un avion à Taïwan, à New York, à Washington. Il était partout. Le FBI a enquêté sur la moindre piste à travers tous les États-Unis. Il était à la fois nulle part et partout. Il en devenait presque fantomatique. Après le meurtre, la police de Miami a complètement bouclé South Beach. Mais le FBI était persuadé qu'Andrew Cunanan s'était fait la belle. Je me souviens avoir eu une discussion assez animée avec le FBI. Il pensait qu'il avait réussi à quitter Miami Beach. J'étais sûr que non. Les agents du FBI quittent Miami pour se concentrer sur les autres pistes. La police locale, elle, concentre tous ses efforts pour inspecter le moindre recoin de l'île. On travaillait comme des dingues, jusqu'à 20 heures par jour. On n'arrivait pas à récupérer. La pression qui pesait sur nos épaules était intense. C'était de loin notre plus grosse affaire. Notre priorité absolue était de l'empêcher de tuer à nouveau. 8 jours après la mort de Gianni Versace, quelqu'un appelle la police depuis le port de plaisance de Miami Beach. Cet après-midi-là, on nous a signalé des coups de feu tirés à bord d'un bateau servant d'habitation. L'habitation appartient à un patron de discothèque allemand. En son absence, un gardien installé sur place est responsable de son entretien. Le gardien est monté à bord et a remarqué des signes d'intrusion. Puis il a entendu un coup de feu venant de l'intérieur. Il s'est enfui et a appelé les secours. On était plusieurs enquêteurs à avoir entendu cet appel à la radio et à être allés directement sur les lieux. On avait la conviction qu'il y avait un lien et que l'auteur des coups de feu était encore présent. Now we have more of our continuing live coverage of the possible sighting of suspected serial killer Andrew Cunanan. Miami Beach police have surrounded a houseboat. All of the Miami television stations right now have their helicopters in the air. These pictures were taken just moments ago.
They believe they may have Andrew Cunanan trapped in that particular area. On a bouclé le périmètre, positionné une unité nautique afin de nous assurer que personne ne s'enfuirait à la nage. L'habitation était encerclée de collègues en uniforme. The reason you don't see any vehicles around there right now is police have that entire block cordoned off. On ne savait pas s'il y avait un otage ou un complice avec lui, ou s'il était seul. Tout ce que nous savions, c'est que cet individu avait tiré en direction du gardien. Les négociateurs sont arrivés et ont cherché à établir le contact. On a essayé la ligne fixe, utilisé un porte-voix, mais sans succès. On n'avait aucune réponse. Après 5 heures de siège, la police décide d'employer les grands moyens. Le SWAT a envoyé 5 grenades lacrymogènes à travers les vitres de l'habitation. Puis 3 autres. Les lieux étaient saturés de gaz. J'ai enfilé un masque et j'ai suivi la colonne d'assaut avec un agent du FBI. À l'étage, il y avait un corps. Il était sur le dos, la tête posée sur 2 oreillers. Son arme était posée sur sa poitrine. On savait que c'était lui. Andrew Cunanan est mort des suites d'une blessure par balle à la tête auto-infligée. En le voyant, j'ai ressenti un soulagement immense. Tonight, all across the nation, our citizens can stand down and breathe a sigh of relief. The reign of terror brought upon us by Andrew Cunanan is over. Il y avait tant de haine et de colère en lui. Il les exprimait en perpétuant ces meurtres atroces. Il est possible que l'assassinat de Versace soit le point culminant de cette quête morbide. Le styliste incarnait tout ce qu'Andrew Cunanan rêvait de devenir, et surtout tout ce qu'il n'était pas. Il reste beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi a-t-il tué ces gens? Et quel était le lien qui l'unissait à Gianni Versace? Est-ce qu'il l'a tué au hasard ou pour en tirer une certaine gloire? Ces réponses-là, il les a emportées dans sa tombe. Je n'avais pas de réponse à l'époque. Et je les cherche toujours. Est-ce qu'il l'a fait pour qu'on parle de lui? Oui, je pense. Pour lui, c'était la meilleure façon d'attirer l'attention du monde entier. Quel que soit le mobile d'Andrew Cunanan, rien ne peut détruire l'héritage laissé par un créateur aussi important que Versace. Une semaine après sa mort, des milliers de gens sont venus lui rendre un dernier hommage à la cathédrale du Dôme de Milan. Quand Gianni est mort, la moitié de moi est partie avec lui. Ces funérailles ont marqué le début du long processus de deuil qu'allait devoir affronter ses proches. Les gens sont venus du monde entier pour lui rendre hommage. L'enterrement de Versace aura attiré autant de célébrités que ses défilés. Lady Diana, quelques semaines avant sa mort, était au premier rang. Elton John et Sting lui ont rendu un hommage musical poignant. On s'était toujours dit que rien au monde ne pourrait nous séparer. Et je le pense encore. On est encore unis. Il reste dans mon cœur. Des années plus tard, l'héritage artistique de Versace, son caractère innovant, ses qualités humaines continuent à résonner à travers le monde, et particulièrement dans la communauté homosexuelle de Miami. Et bien sûr, il fait désormais figure de légende dans le monde de la haute couture. Pour le 20e anniversaire de la mort de son frère, Donatella Versace a réuni tous ses plus grands modèles afin de rendre un dernier hommage à celui qui restera l'un des plus grands stylistes au monde. Gianni, this is for you.
À travers le monde entier, la marque Gucci symbolise le luxe et le glamour. C'est une maison de haute couture internationale.